Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Donc, ce comité de quartier sera le dernier avant les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars. Un ordre du jour un petit peu bousculé, puisque c'était prévu qu'on ait aujourd'hui une présentation du projet de réhabilitation du secteur Tour Eiffel. On va l'avoir. Et les deux autres sujets qui avaient été mis à l'ordre du jour, un point sur les nuisances sonores et la pollution, et l'action de la DPSP en termes de circulation et de verbalisation ne pourra pas être évoquée ce soir, puisque la DPSP ne pourra pas intervenir pour différentes raisons liées au code électoral. Voilà. On n'a pas le droit d'intervenir moins de 6 mois avant l'élection. Donc, ils se trouvent empêchés ce soir. Par ailleurs, vous aviez l'habitude de voir Raphaël Carras à cette place pour présider la séance. Malheureusement, il s'est fait très mal au dos, donc il ne pourra pas être là ce soir. Et Audrey Levavasseur, qui avait l'habitude d'être là également, elle est sur le point de mettre au monde un petit bébé, donc elle ne sera pas là non plus. Voilà. Donc acceptez que je préside cette séquence. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole à l'équipe qui va nous présenter le projet Tour Eiffel. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais peut-être représenter rapidement l'équipe et le fonctionnement et où on en est du projet en 2 mots avant de passer la parole à mes collaborateurs qui sont là. Donc ce projet Tour Eiffel a été sélectionné suite à un jury au mois de juin, et c'est un grand projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel. Je pense que vous avez toutes et tous entendu parler déjà, qui va du Trocadéro jusqu'à l'école militaire, de Birakem jusque presque le pont de l'Alma, le long de la Seine. Ce projet a déjà été, donc on avait déjà fait un conseil de quartier, c'est très suivi, vous voyez, on vient régulièrement présenter les avancées des études, et puis il y a eu une concertation publique organisée au mois de juin et juillet. Concertation dont on va ici vous présenter rapidement donc Léa Golfier, qui est mandatée par la ville de Paris comme une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui nous accompagne sur tout l'aspect concertation du projet, qui va vous présenter les résultats. Puis l'équipe Gustafsson, Porter et Baumann, représentée par Théo Faucheux de Saty, qui vous présentera la manière dont les différentes contributions des concertations ont été prises en compte aujourd'hui dans le projet. On est toujours dans un projet qui se construit. Attention, on peut avoir du Larsen, je vous le dis parce que ça risque de faire très mal. Ça Larsen presque, donc si vous pouvez baisser un petit peu, merci. Qui va vous présenter la manière dont sont prises en compte, vont être et sont prises en compte l'ensemble des évolutions du projet suite aux concertations. Et puis le calendrier sur la poursuite du dialogue avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Rapidement, en 3 points, ce que disait Jean-François. Tout d'abord, un rappel des objectifs du contexte de la concertation, un point d'avancement et ensuite la suite du dialogue. Tout d'abord, un projet, comme le disait Jean-François, de la ville de Paris qui a été initié il y a déjà quelques années et quelques mois de travail, qui vise avant tout à améliorer l'expérience de visite sur site pour les riverains, les Parisiens, un confort pour toutes et pour tous, offrir un nouvel espace de promenade, de détente, redonner vie au jardin du Trocadéro et du Champ de Mars, et un projet qui vise aussi à diminuer les surfaces imperméables et asphaltées pour donner plus de place aux piétons et aux végétales. Dans le calendrier que signalait Jean-François, vous pouvez constater que cette phase de concertation a eu lieu en juin et juillet 2019.
Elle va donner suite à différentes étapes. Nous sommes dans le deuxième semestre 2019. Vous pouvez constater qu'on est dans une période dite d'études. Il est temps aujourd'hui d'affiner le projet pour ensuite aller vers les autorisations administratives, déposer des permis de construire ou d'aménager, et enfin avoir des travaux pour un projet qui a une ambition 2024. Vous aviez, pour certaines ou certains, je reconnais vos visages, participé à la concertation qui a eu lieu en juin et juillet. Il y a eu des ateliers, notamment à la mairie annexe du 15e arrondissement, plusieurs réunions publiques, un travail de terrain où avec l'équipe et nos collègues nous sommes allés dans différents endroits autour du site de la Tour Eiffel, dans les quartiers qui sont impactés et voisins de ce projet, pour rencontrer les touristes, les riverains, les personnes qui vivent dans ce quartier et pouvoir recueillir des avis sur ce projet, pouvoir échanger et dialoguer. Ce travail a donné lieu à plusieurs documents. Une garante de la concertation qui a été nommée par la Commission nationale du débat public a suivi cette concertation. Elle a publié un bilan le 2 août. La ville de Paris, quant à elle, a tiré des enseignements de toute cette démarche. Ce document a été publié également sur le site de la concertation. Ce sont des documents que vous pouvez consulter qui vous permettent de lire et de comprendre les enseignements que la ville de Paris tire de cette démarche. Les contributions et les différents échanges de cette concertation ont porté sur des grandes thématiques, notamment le sujet des usages, des services que l'on retrouvera sur site, ce que l'on pourra faire demain dans ces espaces, et la question des mobilités, comment est-ce que l'on accédera, comment est-ce que ce sera plus fluide demain. Ces différentes thématiques ont été évoquées par les habitants ou les personnes qui se sont prononcées, et elles nous servent aussi aujourd'hui à vous raconter ce point d'étape sur le projet, en commençant par la programmation, les usages et les services, et en explicitant ensuite un peu plus le projet, où vous pourrez voir un certain nombre d'enjeux de circulation notamment. Bonsoir, donc Théo Faucheux, je représente l'agence Satie et donc le groupement Gustafsson, Porter et Baumann qui était mandataire. Nous, l'agence Satie, on est urbaniste dans l'équipe et on travaille notamment sur tout le volet usage qui était un grand sujet aussi dans la concertation avec la mobilité, mais sur les usages et comment on va activer ce site et comment on va vivre l'expérience de ce site-là. Le projet 2023, ce qui a peut-être un peu évolué depuis les premières images que vous aviez vues de ce plan-là, c'est ce qu'on voit. Alors, il y a des parties un peu plus claires. C'est le projet, dans la globalité, c'est un projet avec une vision 2030 et avec une première phase réalisée en 2024, avant les Jeux Olympiques. Et donc, c'est ce plan-là qui reprend tous les aménagements. Alors, en haut, c'est un peu coupé, il y a le Trocadéro, les abords de la fontaine de Varsovie, la promenade qui vient du quai Branly, donc depuis Bir Hakeim jusqu'à la Tour Eiffel, le bâtiment Émile-Antoine, les jardins de part et d'autre de la Tour et le parvis de la Tour Eiffel, et la partie nord des jardins du Champ de Mars. Et puis on a une petite partie aussi au niveau de l'école militaire, vraiment de l'accès depuis le métro école militaire. Donc ça, c'est le périmètre du projet. Si on compare un peu entre, à gauche, vous avez dans la phase dialogue, là où vous aviez été consulté, dialogue, concours, la première phase, et la mission diagnostic. Ce qu'on voit, c'est ce qui est rajouté en bleu aux taches rouges. En bleu, c'est le nouveau. En vert, c'est ce qui a été supprimé. Principalement, on traite deux carrefours au niveau de... Est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement éteindre cette partie-là? Je sais pas si... Pour vous expliquer un peu le plan, on traite les deux carrefours qui sont de part et d'autre, donc quai rive droite du côté de la fontaine de Varsovie. Sur le quai, on traite ces deux carrefours-là qui permettent de traverser, comme on a supprimé la circulation dans les diagonales qui passaient à travers les jardins pour avoir un jardin plus homogène et qui ne soit pas traversé par la voiture, mais pour permettre quand même de pouvoir remonter vers Passy et vers le boulevard là-bas. On permet de tourner ici et de rattraper ce passage-là. Ensuite, on a élargi un peu aussi le périmètre des jardins au nord du Trocadéro, de part et d'autre, et travailler aussi l'accroche au niveau de Bir Hakeim pour aller chercher jusqu'au métro et vraiment améliorer tout cet trottoir-là. Si vous permettez, ce serait peut-être bien que vous alliez directement... Oui, bien sûr.
C'est juste la dernière chose que j'ai dit. Je pense que c'est mieux si elle montre en même temps. Elle connaît super bien le projet. Alors, on supprime au nord, en vert, cet espace-là qui était prévu du stationnement bus pendant le dialogue. C'est complètement oublié. Donc voilà, ça c'est supprimé et acté. Ensuite, on va travailler de part et d'autre sur le quai rive droite, sous les jardins, des carrefours qui vont nous permettre de tourner et de reprendre pour remonter dans le quartier, là où les diagonales avant qui passent à travers les jardins nous permettaient de remonter. Aujourd'hui, elles vont être circulées seulement par les bus, mais plus par les voitures libres. Donc on permet ce carrefour-là en réaménageant. Les voitures. On va vous montrer plus en détail, là c'est vraiment juste pour le périmètre du projet. Bir Hakeim, au niveau de la station, on est allé chercher jusque sous la station de métro pour vraiment améliorer toute la circulation de ce côté-là pour les visiteurs qui descendent de Bir Hakeim et pour aller rejoindre la promenade. Et de part et d'autre du cercle, on va dire de la première partie du Champ de Mars, on a pu élargir et faire tous les jardins de ce côté-là. Voilà. On va parler un peu de la programmation des usages, des services et de la culture dans un premier temps, avant de revenir après vraiment par secteur, par séquence, avec des zooms, vous verrez bien l'espace public où passent les voitures et tout ça. Mais là, juste pour vous parler de la programmation, vous avez parlé notamment des kiosques. Alors, plan de service urbain, il ne s'affiche peut-être pas. Mais, ouais, on va attendre un peu. Sur les services urbains, notamment, il va y avoir des toilettes sur le site avec un jalonnement qui est Trocadéro. On aura des toilettes au Trocadéro, on en aura dans les tunnels sous justement ces deux diagonales là qui passent dans les jardins, l'avenue des Nations Unies. Dans les tunnels qui étaient avant réservés à la direction des espaces verts, il y en a un qui est récupéré pour pouvoir faire des toilettes ici. Il y en aura aussi sur le parvis de la Tour Eiffel. Il y a deux bagageries de part et d'autre des jardins qui pourront accueillir donc chacune des toilettes publiques. Et il y en aura dans le bâtiment Émile-Antoine, sûrement peut-être au rez-de-chaussée, on aura un accès directement dans des toilettes et au cantonnement, c'est-à-dire vraiment au centre du Champ de Mars, là où il y a le cantonnement qui est en fait sous les pelouses, on aménage des toilettes publiques, donc il y a vraiment un jalonnement des services. Il y a une vingtaine de kiosques qui sont prévus, programmés. Aujourd'hui sur le... Non mais avant c'est... Ah oui, tu peux monter le JPEG, ouais, tout à fait, on peut avoir le plan... une vingtaine de kiosques qui viendront en fait remplacer les anciens kiosques avec une nouvelle programmation, donc toujours avec plus de restauration et de petites boutiques au service des usagers, mais aussi on voulait avoir une programmation qui puisse intéresser les habitants autour. Donc on a pensé à... On va arriver à l'afficher, peut-être. Non, mais photo c'est bien. Voilà, on va peut-être un peu zoomer comme ça, on voit mieux. Le site est très grand pour les vidéoprojecteurs, souvent. Donc, un point info au Trocadéro, des toilettes. Et un kiosque de boutique. Aujourd'hui, il y en a 3. On réduit l'offre de boutique. Et quand je dis boutique, vous voyez mieux, là, c'est plus clair. Un kiosque de boutique. Ensuite, autour de la place de Varsovie, on a plusieurs petits kiosques de restauration. Des toilettes dont je parlais sur la droite dans le tunnel. Il y a toujours les jeux pour enfants. Il y a les 2 carrousels. Et au centre, on voit les petites taches jaunes, c'est des places qui vont pouvoir accueillir des événements temporaires, des marchés ou d'autres types d'événements, et on essaye de les éloigner au maximum des habitations pour garder vraiment sur des places publiques et de manière organisée et réglementée, là où aujourd'hui on avait beaucoup d'événements sur le site et qui ne sont pas forcément encadrés, qui n'ont pas non plus les moyens nécessaires pour le faire. Là, on va refaire l'espace public en prévoyant les réseaux et toutes ces choses qui permettront déjà d'éviter toutes les gênes occasionnées par l'installation d'événements. Sur la promenade Bir Hakeim, on a toujours ce jalonnement, vous connaissez sûrement ces petits kiosques
qui nous amène jusqu'à la tour. On aura un point info au niveau de l'entrée du bâtiment Émile-Antoine. Et on a ce qu'on voit en tout petit, c'est les étoiles, ça serait à l'implantation d'œuvres d'art sur peut-être dans ce même jalonnement. De part et d'autre de la Tour Eiffel, on a une bagagerie et des toilettes, une bagagerie pour éviter que les gens aient besoin de s'emballer leurs valises sur tout le site, et puis pour pouvoir rentrer dans l'enceinte, donc de part et d'autre, des toilettes dans l'enceinte, et puis après, ce qu'on voit les petites taches dans les jardins, des petites taches vertes, c'est des jardins créatifs. Les jardins créatifs, c'est prévu, c'est un des projets une des volontés de la paysagiste, d'avoir des jardins qui puissent aussi être renouvelés et accueillir des jardins comme les jardins de Chaumont par exemple, accueillir une programmation qui pourrait chaque année changer des nouveaux types de jardins faits par des architectes, des paysagistes. Donc ça c'est à peu près l'offre d'usage, et puis après sur le sud de Champ de Mars c'est l'offre qu'on connaît qui pourra évoluer peut-être plus tard, mais dans un premier temps, comme il y a toute l'emprise des Jeux Olympiques qui va venir sur le Champ de Mars, on ne peut pas prévoir trop d'aménagement parce que ça serait faire pour défaire ensuite. Mais ça viendra dans un second temps. Donc sur les kiosques, je vous parlais un peu de la programmation. On pourrait très bien imaginer un fleuriste avec les fleurs qui sont cultivées, enfin qui poussent sur le Champ de Mars. On a pensé aussi donc à des souvenirs, mais peut-être changer un peu de l'offre, seulement les petites tours Eiffel, mais plus une offre sur les savoir-faire français et les Made in Paris, Made in France, et ces souvenirs qui sont développés notamment par Rendez-vous Paris, la boutique qui se retrouve sous l'hôtel de ville. Mais aussi on pensait à une AMAP, un point relais pour, si ça existe dans le quartier, pour venir amener et récupérer des légumes. Ça, je vous parle de choses qui pourraient vous intéresser dans le quartier, je ne sais pas si ça vous fait écho. Et après, toute une offre aussi autour de la nourriture pour diversifier, changer un peu de tout ce qui est les sandwichs et les crêpes, mais essayer d'amener vers d'autres types de cuisine, et pour tous les porte-monnaies, pour tous les types. Donc ça c'est un peu les insertions, c'est des kiosques qui sont assez bas, qui sont toujours intégrés dans le paysage, le long d'une promenade, sous les arbres, donc on essaye de faire le moins possible d'émergence. C'est pas des très grands bâtiments, c'est vraiment, on est en dessous de 20 mètres carrés, donc c'est plutôt essayer de faire un jalonnement assez récurrent, mais d'avoir des petits bâtiments. Donc ça, c'est les premières images du kiosque, c'est des bâtiments qui seront réalisés sûrement en métal, pour rappeler notamment la Tour Eiffel, mais aussi avec des matériaux biosourcés à l'intérieur pour avoir quand même quelque chose d'un peu plus moderne que les kiosques qui existent maintenant. Et sur la programmation culturelle, donc c'était une proposition dès la phase concours d'avoir vraiment une proposition qui remet le site dans son histoire, et notamment faire voir aux visiteurs cette histoire qui a connu le Champ de Mars, qui était un champ militaire, qui a connu des commémorations, les expositions universelles, et donner des espaces où on va pouvoir comprendre cette histoire-là. Et donc ça passe. Donc ça, c'était dans le diagnostic. C'est vrai qu'il y a une visite assez morcelée, sans beaucoup. Il n'y a pas énormément de Parisiens qui viennent revisiter la Tour Eiffel. C'est aussi, donc je disais, assez déconnecté de son histoire, et difficulté d'entraîner un visiteur au-delà de juste la visite de la Tour Eiffel, mais de lui faire comprendre le grand site. Donc ça, c'était le diagnostic. Les ambitions, c'est notamment de fédérer un pôle d'attraction culturelle et de travailler avec tous les musées qui sont autour pour faire en sorte que le site bénéficie aussi de son rayonnement, pour amener les gens à aller voir les autres musées autour, et de permettre aussi aux musées de faire peut-être une programmation dans le site, de venir faire de l'affichage à travers les kiosques, mais de jouer en fait ensemble, là où aujourd'hui on a vraiment des musées qui entourent le site, un grand site avec plein de visiteurs, et il n'y a pas de vase communicant entre ces deux types de visiteurs. Donner les clés de compréhension, c'est-à-dire rappeler aux gens, il faut trouver des médias, c'est déjà rééquiper le site en panneaux pour expliquer les panneaux de la signalisation, des plans. Diversifier les parcours, c'est aujourd'hui, donc on sait très bien que les gens sortent du métro et vont très rapidement rejoindre la Tour Eiffel ou ses abords, et on voudrait essayer de faire en sorte que les gens visitent plus les jardins, découvrent toutes les choses qui existent déjà d'ailleurs dans ces jardins, et
et donc juste les mettre en valeur, et ça passe par le parcours, comment on oriente les gens à travers la signalétique, mais peut-être avec des plans aussi aux entrées pour qu'ils imaginent une visite beaucoup plus longue que celle qu'ils ont prévue, d'aller directement traverser le pont et d'aller à la tour. Et recréer de la vie parisienne, ça passe par là aussi, parce que si à un moment on arrive à redonner de la visibilité à ce site, ça peut amener vraiment les Parisiens à revenir découvrir ce site et son histoire. Donc il y a un premier parcours qui est le parcours d'interprétation qui devra donner ses clés justement sur l'histoire et le patrimoine du site. C'est juste ce que j'expliquais avant, ça passe par les expositions universelles qui ont amené la Tour Eiffel, mais avant ça il y avait l'école, le champ de manœuvre militaire. On comprend ce qu'est la colline de Chaillot, qui est la colline du Trocadéro aussi, l'ouverture du palais de Chaillot, qui était avant un grand palais avec un espace. Donc c'est redonner toutes ces clés-là à travers un parcours d'interprétation. Et il y a un deuxième parcours qui est, voilà, c'est les objectifs du parcours d'interprétation. Le second, c'est un parcours qui met en valeur le patrimoine mobilier, c'est-à-dire enfin, l'art statuaire qui existe sur le site, qui est parfois invisible, où les cartels sont effacés, où on ne connaît pas l'histoire, pourquoi cette statue est arrivée à tel endroit, à tel moment. Et donc c'est redonner ces clés-là pour valoriser quelque chose qui existe en fait déjà sur le site. On ne rajoute pas plus de statues, simplement on leur redonne les clés de lecture et redonner leur contexte dans le site. Sur la programmation culturelle, c'est aussi l'idée que ça a été un site qui a accueilli de nombreuses commémorations, et c'est de garder aussi un dynamisme au-delà d'un dynamisme purement événementiel, mais culturel, et d'amener les grandes manifestations parisiennes sur la culture comme les Nuits Blanches, les Nuits Blanches, mais aussi d'autres manifestations qui pourraient arriver sur le site et justement dans des bien meilleures conditions qu'aujourd'hui sur les places que l'on crée, qui sont la place Varsovie, la place Branly, sous le parvis de la Tour Eiffel, et garder cette dynamique culturelle et artistique sur le site. À part si vous avez des questions vraiment sur les usages, on peut passer à la partie plutôt par séquence. Bon, on avait deux séquences là-dedans, donc on a présenté là l'avancée sur, on va dire, l'accompagnement de l'aménagement urbain et paysager à proprement parler, c'est-à-dire tous ces aspects de développement, en tout cas de proposer une nouvelle offre commerciale. Alors, c'est pas une offre commerciale, vous voyez bien, c'est des choses, des tout petits kiosques. On ne parle pas de commercialité du site, c'est simplement, on a autant de kiosques qu'il existe aujourd'hui. Donc, on remplace 20 kiosques qui sont aujourd'hui sur tout l'ensemble du site par 20 kiosques qui sont aujourd'hui refaits. Il y a beaucoup de choses, vous en rajoutez beaucoup, c'est faux ce que vous dites. Non, vous rajoutez beaucoup de choses sur le Champ de Mars. Il y a les bagageries, il y a tout un ensemble de bungalows. D'ailleurs, vous l'avez montré dans la première partie. Il y a le Grand Palais éphémère et il y a l'extension éphémère du Grand Palais éphémère. Donc, au total, la surface accessible au public, sur le Champ de Mars, il faut que les gens qui sont là le sachent, elle diminue d'environ un quart ou un tiers. Donc ce projet qui a un air très sympathique, très joli, dans lequel on voit beaucoup de verdure partout, c'est une régression de l'aspect jardin du site. C'est une diminution, et c'est une diminution aussi sur le principe du jardin qui est en cause. Quand on a une grande surface de jardin, comme par exemple les Tuileries, ou encore le Luxembourg, ou encore les Buttes-Chaumont, cette surface, elle est difficile à sécuriser. Et la plupart de ces jardins sont fermés par des clôtures et des horaires. Le Champ de Mars était une exception magnifique dans Paris, qui permettait à beaucoup de gens d'y aller à toute heure du jour et de la nuit, particulièrement en été. Et cette exception a été permise par deux choses essentielles qui sont gâchées par ce projet. La première, c'est que le Champ de Mars était traversé par beaucoup de rues qui permettaient aux voitures une interaction sécurisante avec les piétons. Quand il y a des voitures qui passent, même si elles ne sont pas très nombreuses, les piétons sont en sécurité la nuit. Il n'y aura plus de voitures qui traverseront depuis l'école militaire jusqu'au fond de la place du Trocadéro, et
tout indique que cet espace très agréable, auquel beaucoup d'entre nous tiennent, va devenir une sorte de spot d'insécurité géant. Voilà le problème. Alors ensuite, effectivement, il y a une diminution des espaces verts, c'est indiscutable, il suffit de prendre un autre décimètre et de voir que la surface accessible au public dans le Champ de Mars diminue de près de 30%. Il y a tout l'aspect côté Joffre, où il y aura le Grand Palais éphémère, ses extensions éphémères, parce que celui qu'on vous montre, il fait que la moitié de la surface, il y aura des extensions, notamment pour la FIAC, il y aura des parkings, il y aura des ci, des ça. Et côté école militaire, d'ores et déjà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites, remplies, il y a une sorte de chaos d'éticules qui vont encore grandir, et il y aura les bagageries, il y aura des bâtiments supplémentaires pour l'administration de la société de la Tour Eiffel. Au total, la surface diminue. Je donne la parole à monsieur, permettez. Je souscris 100%. Je suis Bernard Ronsin, trésorier des Amis du Champ de Mars. Cette association a 4000 sympathisants. Je relève dans la présentation de M. Mangin et de Mme la représentante 2 mots. Concertation et redonner vie. Vous rendez-vous compte que la principale association du 7e arrondissement n'a pas été associée à un comité qui s'est tenu début 2019 et que nous avons dû nous raccrocher pour être informés. La deuxième chose, c'est que redonnez vie, oui madame, redonnez-vous à un site qui est un champ de foire innommable, indigne de la réputation de la France, et qui est comme ça depuis des années. Et alors, je croyais qu'on parlerait du Grand Palais éphémère, mais je vais vous en parler. On va en parler. Je vais vous en parler tout de suite, parce que je souscris tout à fait à ce que dit monsieur. Hein. Je ne sais pas s'il est membre des Amis du Champ de Mars ou pas. Oui, je suis membre, je représente aussi SOS Paris. Ici. Bon, SOS Paris, bon. Il y aura donc le simulacre de concertation début d'année. Nous n'avons pas été associés, on a appris ça après. Voilà. Et je dois dire, monsieur Goujon n'est pas là, mais je dois dire que pendant 3 ans, j'étais là nommé autour de la table, et aujourd'hui je suis dans le public. Mais c'est la même cause. Alors, effectivement, il faudra qu'il y ait pour le Grand Palais éphémère un permis de construire. Il sera affiché. Nous aurons les 2 mois pour le contester. Nous ne l'avons pas fait pour le parvis en verre autour, parce que c'était un problème de sécurité, et que là, on ne voulait pas... Mais sachez que nous sommes totalement opposés à ce Grand Palais éphémère, et qu'aujourd'hui, personnellement, j'instruis pour les Amis du Champ de Mars, dont le nouveau président est M. Bernard Sédou, 2 instances contre la ville de Paris. L'un qui est le dévoiement général du Champ de Mars, devenu champ de foire. Je vous rappelle que c'est un site UNESCO, que l'UNESCO a son siège derrière à 300 mètres, et que sur les 1150 sites agréés UNESCO, c'est un champ de foire au pied du siège. Vous allez au Taj Mahal, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Hein. Vous allez sur la place royale à Ispahan, en Iran, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. C'est nickel, c'est propre, les gens respectent. Là, c'est la foire. Je ne parle pas des rails, tout ce qu'on a connu. Donc, nous attaquerons, nous avons attaqué la convention entre la mairie de Paris, les musées nationaux, le COJO, autorisant, j'allais dire, l'installation du Grand Palais éphémère, même s'il est fait par Jean-Michel Villemotte, même si c'est modulaire, même si c'est en bois, même si c'est démontable. Ce qu'a dit monsieur est parfaitement vrai. On a fait croire aux gens, et peut-être même à vous, que l'emprise de ce Grand Palais éphémère et des sites annexes, parce qu'il faudra bien des années de livraison, etc., pour le public, pour rentrer et sortir, ce n'est pas 4,5% de la surface du Champ de Mars qui sera occupée par l'ensemble du Grand Palais éphémère, c'est 11,5%. Donc on ment pour faire passer un joli projet. Il est grand temps, messieurs, c'est vrai, que vous pensiez à réhabiliter le Champ de Mars, mais vous vous situez évidemment après la phase de 2024. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez dit vous-même, on ne veut rien faire tant qu'on ne sait pas, le COJO, etc. Il y a un projet de stade, de 12 000 places pour le beach volley, à peu près à la hauteur derrière le mur pour la paix. Alors le mur pour la paix, je vous ai dit un mot. Un mot. La Cour administrative de Paris, dans un jugement du 29 septembre, a enjoint au préfet de police
de faire sous un mois un arrêté de mise en péril et d'interdire l'accès. Il est déjà interdit, il y a des barrières depuis longtemps. Et deuxièmement, le propriétaire de ce monument a injonction par un jugement de la Cour administrative de Paris de démonter ce monument, et on sait que Marais Calcaire a obtenu de le placer, parce qu'évidemment on avait besoin de la place. Donc là c'est fini. Hein. Bon, donc là, je veux dire que les amis du Champ de Mars sont effectivement vent debout devant ce qui se passe depuis 20 ans sur ce site. Alors on vous souhaite bonne chance pour le revivifier, lui redonner vie, comme a dit madame. Redonner vie, ça veut bien dire qu'ils reconnaissent qu'il est mort. C'est évident qu'il est mort, hein, depuis la fin de zone de tout ça. Donc sachez que les amis du Champ de Mars, ils sont présents, ils sont soutenus par M. Goujon, qui nous avait prêté d'ailleurs la grande salle des fêtes il y a 2 ans pour faire notre réunion sur le Mont-Vert. M. Goujon sait parfaitement qu'il y a dans le nord, dans ce quartier ici, 40 000 habitants sur cette grande ville de 250 000 habitants qui est le 15e, et qu'il sait parfaitement, car je lui ai dit, il y a 5 ans, on avait 1% d'adhérents du Champ de Mars dans le 15e. Aujourd'hui, il y a un adhérent sur 4 des habitants du Champ de Mars qui est dans ce quartier. Merci, monsieur. On va laisser M. Langevin terminer sa présentation, et de toute façon, il y aura un temps à la fin de la présentation pour toutes les questions. Merci. Je vais peut-être juste apporter 2 éléments de réponse, ou peut-être 2 éléments de contexte. Le premier, c'est que, écoutez, je ne suis pas responsable du Grand Palais éphémère, donc je vous demanderai de... Voilà, je ne peux pas parler de ce sujet, je ne le maîtrise pas, je ne le connais pas, il ne fait pas partie du périmètre. Donc partant de là, je ne vais pas pouvoir vous apporter quoi que ce soit comme élément dessus, ni m'exprimer même sur ce sujet-là. Premier élément. Le second, c'est que tout de même, concernant le projet en lui-même Tour Eiffel, vous pouvez mesurer, monsieur, vous pouvez mesurer, et on vous donnera tous les plans pour que vous puissiez mesurer. Très bien, nous avons fait nous-mêmes avec l'architecte, le paysagiste et les maîtres d'œuvre mandatés, et il n'y a pas de surface supplémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui en termes de kiosques dans le projet. Nous avons fait une surface. Oui, mais monsieur, je vous ai laissé la parole, laissez-moi finir s'il vous plaît. Mais je vous laissais dire... Pardon, je vous les ai laissés parler, monsieur. Monsieur, si vous me laissez parler, je pense que je peux répondre. Mais si vous m'interrompez à chaque fois, je n'arriverai pas à répondre. Et voyez-vous, on est là sur notre temps de travail également, bénévolement, de la même manière, pour vous répondre. Donc s'il vous plaît, soyez un tout petit peu respectueux de la parole des autres. Merci. Le seul point, c'est qu'effectivement, ces bagageries sont là. Et sachez qu'elles remplacent 2 pavillons qui existent aujourd'hui, qui hébergent les services des espaces verts qui s'occupent du Champ de Mars. Et ces services des espaces verts qui occupent le Champ de Mars vont être intégrés dans le site Émile-Antoine, dans des bâtiments existants. Si bien qu'en fait, nous travaillons à surface constante. Voilà, les bagageries n'occuperont pas plus de place que les pavillons actuels. Ils seront simplement à des endroits différents. Donc on supprime... Non, ce n'est pas des surfaces horticoles, monsieur. Si vous connaissez le projet, vous verrez bien que ce ne sont pas des surfaces horticoles. J'ai dit que ce sont des surfaces qui permettent... Pardon, c'est assez désagréable, c'est assez compliqué, laissez-moi, enfin, je ne sais pas. Ce sont des surfaces qui aujourd'hui hébergent, ce sont des locaux de travail pour les jardiniers. Donc en fait, nos jardiniers ont des locaux dans lesquels ils ont des bureaux, des locaux dans lesquels ils ont des locaux de travail, et c'est ce locaux-là qu'on déplace, et à surface constante sont construites des toilettes, des bagageries, et quelques surfaces de vente à l'intérieur, de vente à emporter, pour éviter, l'idée dans tout ça, c'est d'éviter d'avoir, avec de l'offre, en mettant de l'offre légale, éviter d'avoir toute l'offre illégale de vente à emporter que vous avez aujourd'hui par des vendeurs à la sauvette. Je ne dis pas que ça va répondre complètement et exclusivement à ce problème-là, mais en mettant un peu d'offre légale correctement maillée, un peu partout, on peut au moins avoir, et c'est bien l'idée de ça, de ces kiosques et de cette répartition, de couper l'herbe sur le pied, de tous ces vendeurs à la sauvette qui viennent vendre des coca, de l'eau, que sais-je, du champagne sur le Champ de Mars aujourd'hui en ayant une offre légale. Voilà l'idée derrière sous-jacente d'avoir ce maillage. On va peut-être laisser continuer sur les explications, point par point, séquence par séquence, et revenir après aux questions s'il y en a. Merci. Alors on a le... C'est peut-être... Allez.
Sur la place du Trocadéro, ce que je vous expliquais, donc, ce qui a été supprimé par rapport aux premières phases de concertation et pendant le dialogue, c'est notamment toute l'offre événementielle et de food truck. Alors on avait placé des food trucks sur le pourtour pour avoir une offre pour les visiteurs. C'est quelque chose qui n'avait pas été souhaité et pas bien accueilli, donc on l'a supprimé. Et toute l'offre événementielle, ici vous avez peut-être vu pendant un moment des images avec une scène ici, ça a été amendé sur le projet. Le stationnement des cars touristiques qui se trouvait là, je vous en parlais tout à l'heure dans le plan, a aussi été oublié sur cette avenue et replacé dans des endroits sur le site qui sont plus du tout aussi contraints. Et on y viendra. Pareil, il y avait une aire d'autopartage et de taxi, il me semble ici, qui a été supprimée. Et le plan de circulation de bus RATP, c'est la slide juste après. Alors non, ça c'est le carrefour, donc on est toujours sur un... Ça n'a pas changé. C'est bien une circulation à deux sens sur la partie nord de la place du Trocadéro, avec la possibilité de tourner à gauche dans les rues qui le pouvaient. Hein. Ici on est en sens unique, mais ici on peut tourner à gauche, avec une voie dédiée pour les bus ici et là, au centre aussi, et surtout garder deux pistes cyclables, une à l'extérieur qui permet tout de suite de repartir si on part sur la rue, sur la prochaine rue à droite, et puis si on veut faire complètement le tour, on a la place, la piste cyclable centrale. C'est toujours un espace central, un amphithéâtre, on l'appelle amphithéâtre, mais c'est vraiment une pelouse qui remonte juste un peu, qui a le même profil que la colline de Chaillot aujourd'hui. Et je suis arrivée en retard, pardon, je m'excuse. Juste, du coup, les voitures, vous avez expliqué les voitures, comment elles vont circuler? Parce que là, elles passent où, là, les voitures? Elles passent, bah oui, c'est peut-être plus simple. Enfin, en gros, on a évidemment plus ce barreau-là qui est circulé. Et celui-là, et celui-là. Mais il n'y a pas de voiture qui... Là, on est le palais de Chaillot, là. Donc ça, c'est le parvis des droits. Ah oui, d'accord. Voilà, par là, et la station de métro Trocadéro, on sort là, et puis aux éléments. Et les voitures ne passent plus là. Pardon, merci. Les voitures ne passent plus là, mais elles font vraiment le tour d'un côté ou de l'autre côté. Et par où? Puisqu'il y a tout du violet partout. Violet, c'est les voitures. Et... Violet, c'est voiture. Par ici. Là, comme ça, je suis une voiture, je viens là, je peux tourner, je peux tourner, je peux tourner, je fais le tour, tout le tour, tout le tour. On a deux voies de voiture. On a deux voies de circulation. Deux voies de circulation. Et deux voies ici, plus une voie de stockage à gauche. Et les vélos en bleu foncé ici. Donc aujourd'hui... Deux voies de voiture, on connaît les... Non, ça ne sera pas deux voies de voiture, ça sera une voiture qui essaie de passer. Bon, on va continuer, mais on peut réagir comme ça quand même. Non, non, je comprends. Faites votre présentation le mieux possible. Écoutez, voilà, on vous dit simplement que ça va... Non, ça va dans les deux sens. On peut faire dans les deux sens et tourner aux différents endroits. Oui, oui. Quand on vient d'ici, ben on prend cette rue. Quand on vient d'ici, on peut tourner à gauche, aller sur ces voies ici au milieu, et puis ressortir. Et pour ensuite aller jusqu'à la Tour Eiffel, pour ensuite redescendre jusqu'à la Tour Eiffel et jusqu'au 15e. On redescend par là et... On descend ici. Oui, mais donc on redescend plus sur le pont. Mais non, le pont d'Iéna est de... Non. Mais Oui. du coup, elles vont aller où les voitures de l'avenue de Suffren, l'avenue de la Bourdonnais? L'avenue de Suffren, elle sera condamnée. On va y venir après si vous voulez sur Bourdonnais et Suffren. Ah oui, parce que ça, c'est un vrai... On commence du nord et on descend. D'accord. Sur la circulation bus, on conserve les bus existants autour avec les arrêts qui sont juste centralisés. C'était une demande aussi et on l'a réentendu de centraliser les arrêts de bus pour éviter qu'on ait un peu des arrêts de bus satellites. On a la ligne 63, 32 et 30 qui sont centralisés donc dans l'avenue qui est juste ici. On voit les arrêts ici et puis on a le 22 qui a toujours un arrêt en haut et ensuite donc on peut toujours passer comme ça avec le 32. Le 30 remonte de ce côté-là et le 63 fait le tour et repasse dans cette avenue. Donc on a toujours les bus. Pardon. Alors, attendez, Il y a des cas, oui, qui permettent les tournes à droite et tournes à gauche. C'est ce qu'on voit. Ça permet aussi de traverser ce qu'il n'y avait pas aujourd'hui, qui permettent de traverser depuis les stations de métro, les sorties qui se trouvent ici et là, de pouvoir retracer vers le site, alors qu'avant on faisait systématiquement tout le tour. Il passe pas au Trocadéro.
Mais sur le pont, il y a toujours les bus sur le pont. Hein. Il pourra passer, bien sûr. Donc pour les bus, sur les jardins du Trocadéro, c'est ce dont je vous parlais, c'est ces carrefours ici. Et donc on refait les abords de la fontaine de Varsovie, notamment ces grandes terrasses-là, pour pouvoir les végétaliser, remettre une rangée d'arbres qui avaient disparu, et de faire vraiment des espaces agréables et complètement rénovés de part et d'autre de la fontaine. Et on a ces marches qui sont aujourd'hui sur les pelouses qui descendent dans la fontaine. On va essayer, il y a beaucoup de gens qui s'assiedent tout le temps, elles sont très détériorées. On va travailler sur un système avec des sortes de bancs qui vont filer dans la pelouse, très, très fins, mais qui vont permettre aux gens de s'asseoir au bord de la fontaine, chose qu'ils font aujourd'hui, mais plus directement dans la pelouse, avec un système beaucoup plus adapté. Et puis toute cette place de Varsovie qui était avant un gros carrefour de circulation. Comme les voitures passent dans la Trémie, les bus continuent, les bus qui descendaient dans les jardins continuent de passer par l'avenue des Nations Unies. Et si on peut voir plus sur le carrefour, on a toujours les bus qui passent. Quand là, on est en site partagé avec bus et vélos, et les bus vont repasser vers le pont. Ensuite, on a les voitures libres qui passent dans la Trémie. On a rajouté une voie dans le tunnel, la Trémie, donc c'est le tunnel qui est sous la place. On a 2 voies de circulation, 2 fois 2 voies de circulation. Comme aujourd'hui. À nouveau 2 voies. Non, aujourd'hui c'est les... Voilà. Oui. C'est 2 fois 1 ? Ouais. Et donc aussi le rêve, donc le réseau vélo qui va passer la ligne haut niveau de service, LHNS, qui va passer ici, et le réseau vélo est de l'autre côté du... Juste une question technique. En amont de cette Trémie, il faut appeler comme ça, il y a le pont Birakem d'un côté, il y a... Le pont de l'Alma et la passerelle, et le pont de l'Alma plus loin. Vous avez fait un peu un impact, il n'y aura pas de ce côté-là, des goulots d'étranglement, en particulier sur le pont Birakem qui a là une voie, qui est déjà complètement encombré, y compris par les mariés. Et puis, bien sûr, ce qui vient de l'ancienne voie Pompidou, c'est de plus en plus engorgé, puisque maintenant, les voitures circulent au pas, derrière, à côté des 2-3 vélos. Ça, c'est une vraie demande que Monsieur le maire Philippe Goujon a formulée aussi. Il n'y a eu aucune étude apparemment d'impact de circulation. On sait le drame absolu qu'a contribué la fermeture sans concertation des voies sur berge dans l'engorgement parisien et la hausse du niveau de la pollution de l'air. Du coup, un projet comme ça, ça mérite quand même qu'il y ait une étude d'impact de circulation, parce que si on crée des espaces verts pour que derrière la pollution de l'air augmente parce que les voitures stationnent, sont embouteillées, ça n'a aucun intérêt pour les Parisiens. Tout à fait. Donc, exactement. Simplement, l'étude d'impact vient à partir du moment où est stabilisé quand même un peu le projet. Et donc les études. Non, l'étude d'impact doit être faite. L'étude d'impact, attendez. L'étude d'impact, elle commence. Elle a commencé il y a 1 an et demi, l'étude d'impact avec l'état initial. Donc on commence par faire un état initial du site. Et l'état projeté du site se fait à partir du moment où les options de circulation sont un tout petit peu stabilisées et les tests sont réalisés. Donc pour le mois de janvier-février. Au moment du dépôt. Donc on a bien sûr des études de trafic qui doivent être faites et qui seront réalisées pour le mois de janvier-février à peu près dans le planning. Au moment du... Non, je peux le tenir de moi-même, je vous assure que j'y arrive. Hein.
La réalité, c'est à l'intérieur du Champ de Mars une vaste zone d'insécurité non contrôlée qui a déjà commencé à prendre forme autour de la Tour Eiffel, et à l'extérieur, tout un ensemble de bouchons sur lesquels on n'a pas d'études, et peut-être que d'ici, quand le projet sera engagé, on aura quelques études complaisantes. Voilà la réalité du projet. Donc on continue sur les deux carrefours qui ont été demandés dans la concertation, et c'est aussi ce qui explique qu'on n'a pas pu tout de suite porter les études d'impact dans l'étude d'impact, puisqu'en fait ça a été rajouté là récemment à la demande de lors de la concertation, donc de pouvoir rejoindre par les carrefours qui s'appellent avec la rue Le Nôtre et Albert Demain, de pouvoir rejoindre le 15e vers le 16e via les quais. Donc de nouveaux carrefours sont proposés ici, avec une voie donc depuis le pont de Bir Hakeim, on le voit, on pourra tourner à gauche vers la rue Le Nôtre, et de la même manière après le passage au tunnel, côté pont de l'Alma, en allant de Bir Hakeim vers le pont de l'Alma après le tunnel vers la rue rue Demain, c'est ça. Donc ça, c'est deux carrefours qui sont proposés suite à la concertation pour essayer de permettre les mouvements qui sinon n'auraient pas été permis d'aller du 15e vers le 16e et du 16e vers le 15e. Voilà, donc on a les voies de bus qui, elles, continuent de circuler comme elles circulent aujourd'hui sur cette portion-là, avec des arrêts. Et la proposition, là aussi suite à la concertation, d'avoir certains usages, notamment de skateboard qui aujourd'hui existent le long du Trocadéro, et de les proposer dans d'autres. Alors on les propose plutôt sur l'avenue, sur la gauche ici, ouais, voilà, sur cette rue-là qui n'est plus circulée, et de proposer des usages là plus urbains, puisqu'en fait aujourd'hui c'est des usages qui se font spontanément le long de la fontaine. Et donc de les proposer de les excentrer un tout petit peu. Une nuisance sonore, parce que j'ai jamais vu des skateboards ne pas faire de bruit. Hein. Ouais, alors. Que ça soit les jeunes ou les ados qui le font, et les planches. Ok. Ouais, on est vraiment sur la partie basse là en fait, où il n'y a pas de. La rue est beaucoup plus loin en fait. Là, on est sur une partie basse qui est entre deux espaces de jardin. Je te laisse la robe. C'est qu'à la concertation, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait les piétons si proches du pont, les bus. Ce qui a évolué sur le pont d'Iéna, on est encore en train d'affiner les propositions, mais c'était notamment sur la place du bus et des piétons qui se trouvaient en fait au début qui se trouvaient au centre, et on nous a dit pourquoi on ne peut pas les mettre plus sur les trottoirs pour pouvoir voir la vue. Donc c'est quelque chose qu'on a conservé, de garder un espace proche pour les piétons de part et d'autre, mais d'avoir aussi un espace circulé par les piétons. Et donc là, on réfléchit à la position du bus. C'est pas qu'une question d'usage, c'est aussi une question de structure du pont. Il faut réfléchir à toutes ces solutions. Là, on n'a rien d'arrêté encore sur le pont de Iéna. Néanmoins, le pont d'Iéna sera végétalisé. Il sera... Après les JO, oui, mais ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet, c'est ce qui a été choisi. D'avoir une végétalisation. Après, on est encore sur un... Aujourd'hui, il faut traduire cette volonté d'un pont végétalisé dans les faits, savoir comment, d'une part, en termes de structure, le pont peut tenir une végétalisation. D'autre part, c'est un pont qui est classé, enfin qui est inscrit au patrimoine, aux monuments historiques. Et donc, du coup, il y a aussi tout cet aspect-là, à savoir comment on concilie de nouveaux usages sur un pont, un nouveau paysage de franchissement, avec les monuments historiques. Donc on y travaille, mais pour l'instant, en tout cas pour 2023, il y a une première phase avant les JO, puisque les JO vont de toute façon occuper, vous voyez les gradins au-dessus, les JO, pendant les JO, il y a des gradins qui vont être installés pour les départs d'épreuves, notamment je crois la nage libre, le triathlon, différentes épreuves qui vont se passer là. Et donc il y a des gradins prévus sur le pont.
Donc dans tous les cas de figure, on ne peut pas superposer et les gradins et de la végétalisation. Donc on aura une première étape jusqu'en fin 2023 avec un pont minéral, des bus qui vont circuler, puis des piétons. Et on travaille toujours à un pont post-2023, donc plutôt 2024-2025, avec un concept végétalisé, qui est le projet qui a été sélectionné. Maintenant, il faut savoir encore comment ça va se traduire dans les faits, sur le pont, avec la structure du pont, avec des arbres, etc. etc. Donc c'est pas, aujourd'hui, les études ne sont pas encore assez abouties pour vous donner exactement la structure de ce que ça peut être. Planter des arbres sur un pont, alors que tous les ponts sur la Seine n'ont pas d'arbres. Enfin, ça paraît bizarre, vraiment. Oui, je voudrais ajouter un mot justement sur cet aspect qui est un aspect patrimonial qui est très important. Toute la beauté du site, c'est le fait d'avoir une vaste perspective à la française du 19e, mais qui est une perspective qui traverse le pont et qui traverse le Champ de Mars et qui va jusqu'à l'école militaire. Cette perspective, pardonnez-moi, est absolument gâchée à l'heure actuelle. Et on le sait, mais le fait de mettre des arbres dans une perspective, pour qu'elle soit fluide, il faut qu'il y ait des espaces minéraux. Par exemple, ceux qui aiment et qui connaissent Versailles savent qu'il y a des allées très larges de gravier. Végétaliser, mettre des arbres dans ces allées, ça serait stupide, ça casserait complètement la fluidité du paysage. Et le fait de mettre des arbres à l'endroit où on a le plus besoin de fluidité, je pense que c'est une grave erreur sur le plan esthétique, de même que dans ce pont, vous avez 4 cavaliers néoclassiques, notamment un de Préau, qui exprime quelque chose d'héroïque. Le fait de mettre à leurs pieds toutes ces espèces de petites mièvreries, je trouve que c'est un contresens. J'ajouterais, bien que ce ne soit pas le cœur de mon sujet, que sur le plan écologique, c'est une absurdité. C'est exactement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'on appelle de la culture hors sol, par exemple. On cultive des tomates hors sol dans des serres, et là, on va faire une pelouse et des arbres hors sol. C'est la négation même de ce qu'il faudrait faire sur le plan écologique, un pont avec de la végétation hors sol. Pour juste quelques éléments pour vous répondre, vous parliez justement de la perspective. Ce qui est très important aussi sur le site, c'est l'axe. C'est quelque chose qui a été travaillé dans le projet. Donc, si on prend la vision 2030, mais dès 2024, c'est l'expression de cet axe-là qui part depuis la... oui, c'est la toute première slide, mais... c'est donc de partir depuis le Trocadéro et de poursuivre cet axe central par un tapis vert qu'on retrouve, donc qui est ponctué d'abord par la fontaine, puis ensuite sur la place, donc oui, c'est ce qu'on voit là. Par la place de Varsovie, vous parliez aussi des places minérales à Versailles. C'est exactement le même principe ici. C'est des places minérales que sont la place le parvis des droits de l'homme, la place de Varsovie, puis ensuite la place Branly, le parvis sous la Tour Eiffel, qui sont ces 4 premiers espaces de places minérales sur le site, qui sont sur un axe qui est lui un axe vert, qui est l'axe qui traverse le Champ de Mars, qui a une dimension bien précise. Historiquement, c'est 25 mètres. C'est la dimension de la pelouse qui a été dessinée à la base. Sur le pont, c'est aussi la dimension de ces carrés, du carré au centre de la place de Varsovie, de la place Branly, puis ensuite le carré en granit qui est sous la Tour Eiffel. C'est donc tout un axe patrimonial, une expression patrimoniale qui est donnée à travers la traversée de l'axe, à travers le pont. C'est aussi redonner ce lien qui existe entre 2 jardins, les jardins du Trocadéro et les jardins du Champ de Mars et les jardins de la Tour Eiffel. Et donc, c'est de matérialiser cet axe-là. Ensuite, j'entends... Je finis juste. Je vous explique autre chose sur les arbres. Au-delà de la végétalisation pure, c'est quelque chose qui avait été retenu, notamment, je pense, pendant le jury. C'est la traversée et un site qui est extrêmement visité, qui a peu d'espace, à part, donc bien sûr dans les jardins, hein, mais des espaces d'ombre. Et on se dit que avoir de l'ombre sur ce pont-là, c'est quelque chose qui paraît
aujourd'hui un peu ésotérique d'avoir des arbres sur un pont, mais c'est aussi un service qui est aux visiteurs. Après, si on manque d'ombre, il y a des arbres sur le Champ de Mars, il y a des arbres. Bien sûr, il y en a dans les jardins, sur l'axe, sur la traversée, passer d'un pont minéral. Franchement, trouver d'autres arguments, parce que là. On retient que vous êtes plutôt opposé aux arbres. Par contre, la pelouse reste quand même l'expression de cet axe et l'axe vert qui traverse tout le site. Je vous explique là. Je continue encore les 3 secteurs. Quand j'ai acheté mon appartement en 1999, avenue de Suffren, au 24, dans l'ensemble, il y a Pullman. Vous savez que quand on achète un appartement, on vous donne un certain nombre de contraintes techniques, etc. Et on nous a dit c'est en zone inondable. Et alors, juin 2005, une inondation, il y en a eu plusieurs inondations, etc. On dit je suis quand même à 300 mètres du quai. Ça de l'eau dans ma cave. Bon, la question est la suivante. Comment avez-vous pris en charge le risque évident de zones inondables qui se sont déjà produites il n'y a pas longtemps, qui se reproduisent régulièrement? La dernière, ça a été il y a 2 ou 3 ans. Comment intégrez-vous le fait que vous intervenez alors qu'on ne peut pas couper, par exemple, par un tunnel souterrain, là où il y a la place des fontaines de passage des autobus, parce que c'est du gruyère, comme c'est du gruyère sur le plateau Georges, donc on sait que c'est très friable et que ce sont des pierres non stabilisées. Comment vous intégrez cette zone inondable qui va... Voilà. Est-ce que ce point a été intégré à votre réflexion? Donc, alors, 2 choses. D'une part, il y a un plan de prévention des risques d'inondation à la ville de Paris. Donc, on a bien sûr connaissance en termes d'urbanisme. On respecte le PPRI entièrement et totalement. Le deuxième sujet, c'est que sur chacune des trémies de part et d'autre, effectivement, quand il y a une inondation, les trémies sont peut-être plus circulables par en dessous, parce que de l'eau peut remonter. Donc, normalement, il y a un système de pompe, mais elles peuvent ne pas fonctionner. On a prévu une sortie possible pour les voitures. Donc à ce moment-là, dans ce cas, ou bien un camion qui n'a pas les bonnes dimensions pourrait être coincé en dessous. Et donc systématiquement, il y a la possibilité de remonter sur la surface et de repasser de l'autre côté. Donc ces trémies, il y a une situation dégradée qui est prise en compte dans le projet au cas où l'une des trémies de part et d'autre soit inondée, soit non circulable. Non, Bir Hakeim, donc au niveau... Donc quai Branly, Bir Hakeim, on se rapproche à peu près de là où on est. Sur donc le quai Branly, côté Émile Antoine, on a travaillé essentiellement sur ce côté-là donc sur ce côté-là, qui est un itinéraire très suivi de tous les visiteurs qui sortent de la station et qui en même temps est très étroit à ce niveau-là et puis ensuite n'est pas forcément bien aménagé. Il y a eu des premiers travaux, mais on travaille vraiment sur toute cette circulation-là, sachant que la promenade d'Australie sera conservée et qu'elle est déjà très agréable avec la vue sur la Seine. Et donc on travaille cet accès-là depuis le métro Bir Hakeim avec un élargissement des trottoirs de ce côté-là. On passe à travers sur cet îlot devant la maison de l'Australie. Non? Oui, c'est ça. Non, maison du Japon et l'ambassade d'Australie. Et on a une première place ici devant le bâtiment Émile Antoine, qui est un point d'accueil. Il y aura un point information ici. C'est l'entrée du site et on arrive dans un espace totalement protégé à la fois par de la végétation et qui nous emmène jusqu'aux entrées du parc et des jardins de la Tour Eiffel de ce côté-là. On a toujours le réseau vélo qui passe sur les voiries ici. On arrive à l'entrée, on a une première... ce qu'on voit ici, c'est ce dont je vous parlais, le jardin créatif. C'est une première alcôve qui pourrait être programmée pour avoir des jardins qui changent chaque année. Et ensuite, on descend pour rejoindre donc, les bagageries dont vous parliez tout à l'heure.
et l'entrée de l'enceinte sécurisée. Donc c'est les mêmes allées qu'avant. On a un peu rétréci pour décompacter les sols et puis permis d'avoir un passage vers les bagageries puis dans l'enceinte sécurisée et avec beaucoup plus de plantations dans ces jardins-là. Des sols qui sont très détériorés aujourd'hui. Alors sur cet accès-là, on a le code couleur en rouge, donc on a toujours les voies dans la trémie qui passent pour les voitures libres. On a en rouge une voie qui passe en surface. Il y a toujours une voie qui passe en surface. On va pouvoir continuer de passer pour l'instant en voiture devant la Tour Eiffel. C'est quelque chose pour traverser dans le sens vers Paris, vers le centre. C'est-à-dire de Bir Hakeim vers le pont de l'Allemagne. Oui, mais comment vous faites pour le pont de Iéna? Vous traversez malgré la pelouse, les arbres? Non, parce que regardez, alors la pelouse qui se trouve au centre s'arrête complètement à ce niveau-là. Ici, les voitures ne tournent pas. Et ici, on a les voitures peuvent aller tout droit. Les bus continueront de tourner et passeront par l'avenue de Suffren, qui est un site propre bus. Et on a la piste cyclable qui rejoint ici. On peut toujours passer en fait en surface. Ce qu'on montre là, c'est vraiment le passage en surface d'une voie de circulation et le passage dans l'autre sens en trémie. Voilà. En surface, par contre, dans l'autre sens, vous pouvez toujours passer. Vous passez juste dans le pont, sous la place, dans la trémie qui existe et dont on parlait. Si en cas de PPRI, on pourra toujours repasser au-dessus et mutualiser avec une voie bus. Par contre, en sortant de Bir Hakeim, les gens qui arrivent sur le pont, là, les voitures peuvent passer. Quand vous sortez de Bir Hakeim, oui. Non, Bir Hakeim, vous traversez toujours. Donc vous sortez du métro Bir Hakeim, vous êtes pris en charge comment en termes de trucs propres et tout ça? En piéton? La rue de la Fédération va continuer, il y aura quand même... Pour les piétons ou pour les voitures? Pour les voitures, depuis Bir Hakeim. La rue de la Fédération, elle est juste ici. Je demandais si la rue de la Fédération, du coup, oui. Oui, elle est là. Elle est toujours... c'est cette rue-là. Elle reste rue, tout à fait. Donc l'espace que vous appelez le site, le début d'entrée sur le site Tour Eiffel, il se fait à partir de l'avenue de Suffren? Non, vraiment à partir de là, vous voyez le bâtiment Émile Antoine, il y a eu le CIDJ, ici c'est les terrains et puis la piste. Et oui, donc vous condamnez la petite rue qui amène non plus. À l'hôtel? Regardez bien, là, les rue de la Fédération et puis la rue qui passe devant l'hôtel qui fait le tour, elles sont conservées. Oui, donc là, vous changez rien, vous mettez juste un peu de verre sur les passages. On élargit les trottoirs. C'est surtout ça. L'important, c'est qu'il y ait le flux piéton ne soit pas gêné par l'étroitesse. Donc, on continue de passer et on ne supprime pas ces avenues-là. Donc, ça, c'était le zoom. Donc, on voit bien, on passe 2 voitures dans ce sens-là, 2 voies de voiture dans la trémie et une voie au-dessus. Et puis, les bus qui passent dans un sens et dans l'autre, qui tournent sur le pont. Et les vélos, c'est en bleu, le réseau vélo qui passe en surface. Donc, dans le sens Bir Hakeim vers centre de Paris, il n'y aura plus qu'une voie de voiture. C'est ça. Oui. Une voie de vélo. Et un bus propre. Le passage, d'ailleurs, c'est une voie de voiture ici, et ici, on a 2 voies dans l'autre sens. Je crois qu'il est nécessaire de faire une étude d'impact sur la circulation, parce qu'aujourd'hui, où on a 2 voies dans ce sens-là, ça bouchonne toute la journée. J'aimerais savoir comment ça va fonctionner quand il n'y aura plus qu'une voie. Répondu sur l'étude d'impact, elle est bien sûr prévue. Parce que, excusez-moi, toujours une question. Pour rejoindre, par exemple, à partir du 15e ou du nord 15e, on va dire la porte Maillot, donc la périphérique vers le nord, il faudra aller chercher ça à la porte d'Auteuil ou quoi? Non, mais c'est une question d'impact que je pose, c'est tout. Il me semble qu'il ne faut pas laisser ça au hasard, quoi. Non, mais c'est légitime qu'on vous pose des questions maintenant et plus tard, avant que ce soit totalement bouché.
On termine sur ce secteur du parvis de la Tour Eiffel. Vous voyez les deux bagageries. Je rappelle du coup l'emplacement des deux anciens pavillons d'Ève qui se retrouvaient là, qui à surface égale étaient plus grands que ces deux bagageries-là. Et on a bien sûr qui accueille... Excusez-moi, mais pour les gens qui sont au fond, franchement, vous allez trop vite avec votre petit machin. Est-ce que vous pouvez pas, mademoiselle, voilà, parce que les bagageries, est-ce que c'est le grand arc de cercle? Alors, bagagerie sanitaire. C'est le grand arc de cercle. C'est en blanc. Voilà. C'est ces deux bananes là qu'on voit. Ah mais c'est énorme. Non, ils sont toujours ici. Par rapport à la sécurité... Non, tout le monde peut rentrer gratuitement dans l'enceinte. Hein. Non, mais c'est vrai, on rentre pas. Et c'est là où il y a le petit square pour les enfants? Non, c'est plus bas. Si on regarde juste en dessous, vous avez le Champ de Mars avec le petit square dont vous parlez. Je pense que c'est ici. Et donc la rénovation de ces jardins-là, avec toujours le tapis vert au milieu de 25 mètres, et ces espaces-là qui sont de grandes prairies de part et d'autre, qui auront une faible pente, qui sont un peu des amphithéâtres sur cet espace-là. Donc c'est la première partie des jardins nord, donc les jardins nord du Champ de Mars, qui sera rénové en 2024. Peut-être pour monsieur, pouvez-vous nous dire la superficie des bagageries? Que ce soit marqué au compte-rendu, s'il vous plaît. Non, mais ils doivent avoir la surface. Non, je ne peux pas vous donner la surface là, mais... Ça, c'est quand même très accessible au public, il n'y a pas du tout de barrière, et c'est tous les jardins qui sont rénovés. Non, là, vous n'êtes pas à l'arrière, vous êtes sur le Champ de Mars, ici. Et les bagageries, c'est pour les bagages des visiteurs de la Tour Eiffel? Oui, mais il y a des bagageries, il y a un point d'information, il y a les sanitaires. D'accord. Bon, et parce que ça, c'est peut-être après des choses dont il faudra parler en phase de concertation aussi, parce que les bagageries, pourquoi c'est pas sur le site même de la Tour Eiffel quand vous venez visiter la Tour Eiffel? Pourquoi c'est en dehors du site? Oui, c'est ça, en fait, juste pour... on ne peut pas rentrer avec des bagages dans cette enceinte. On extériorise le service de bagagerie pour que les gens puissent poser leurs valises et rentrer plus rapidement sans faire de queue et rentrer dans l'enceinte. Mais on ne peut pas rentrer avec des bagages, ce qui empêchait la visite. En fait, c'est pas uniquement... Enfin, vous voyez là, on appelle ça bagagerie parce que c'était un terme, mais en fait... Ici, c'est avant tout des sanitaires publics, parce qu'il y a besoin de sanitaires publics tout le long, d'accord, c'était ça. Il y a une offre qu'on pense être une offre de vente à emporter, devant peut-être un tout petit peu, et une petite bagagerie avec des choses en sous-sol. Enfin, on a appelé ça bagagerie, c'est vrai que c'est peut-être une déformation, mais le programme, c'est ces éléments-là. Non, mais non. On va trouver on trouvera la surface, les superficies de ces deux parties-là qui sont, je le rappelle, dans une architecture, dans un pli de terrain pour essayer d'éviter de s'intégrer le mieux possible au paysage. On n'est pas sur du bâtiment, au contraire, on a essayé toute l'architecture, ça a été de l'architecture de la disparition. C'est comment faire disparaître le bâtiment au profit du paysage. Donc, écoutez, monsieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il y a d'autres personnes qui ont des questions aussi, monsieur, c'est bien de faire circuler la parole. Un micro pour madame. Accès quoi? Autour de la Tour Eiffel. Je peux plus? Si, vous pouvez. Est-ce qu'il faudra que je fasse la queue pour rentrer dans les jardins? Pas plus qu'aujourd'hui. Attendez,
laissez-les répondre parce que j'aimerais bien avoir leur réponse officielle. Notre réponse officielle, c'est que ces jardins, vous avez une enceinte de sécurisation qui a été faite autour de la Tour Eiffel, d'accord. Et celle-là, elle existe, on n'y touche pas, d'accord. Jusqu'à nouvel ordre, on n'y touche Mais pas. elle est contestée, justement. Et celle-là, elle existe. Est-ce que vous en créez une nouvelle? C'est ma question. On n'en crée aucune nouvelle, d'accord. Et elle est contestée, ça évidemment, vous pouvez la contester. Mais là, là sont les entrées, d'accord. C'est ici, cette enceinte, elle est dans ce trait noir là qui fait ça. Le reste, ce sont des jardins, d'accord. Comme aujourd'hui, d'accord. Comme aujourd'hui, il y a les jardins autour. Donc on a deux, et là on a le champ. Et là, tu as mis le champ de Mars. Et le champ de Mars ici, il reste complètement ouvert. Il est simplement refait dans un premier temps ici. Pour 2024, parce qu'on ne peut pas faire l'autre partie, parce que les JO s'installent, et monsieur l'a dit, il y a un stade de 12 000 places qui est positionné par les Jeux Olympiques. On n'y est pas là non plus, encore une fois, c'est le comité de Jeux Olympiques. Désolé, je ne porte pas tous les projets de la ville de Paris. Donc, de Paris est présidente du comité. Je dis rien. et donc ces jardins sont entièrement retravaillés. D'une part sur le tapis vert ici et d'autre part sur les extérieurs. Et de la même manière, c'est ces jardins qui sont là de part et d'autre de la sécurisation de la Tour Eiffel. Et ils sont accessibles. Ok, donc en résumé, tout ce qui est accessible aujourd'hui reste accessible. Et il n'y a pas de nouvelle enceinte. Ok. Et à la circulation, vous n'avez pas... Pardon. À la circulation, donc vous fermez à la circulation l'avenue de Suffren et ça... Non, on ferme. Je sais pas, vous avez dit que les bus. Vous avez dit bus. Mais il n'y a plus de voitures. Moi, j'ai compris que c'était bus en site propre et plus voiture. Donc. Le haut de l'avenue de Suffren. C'est cette partie en haut de l'avenue de Suffren là, jusqu'ici, qui sera bus plus accès riverain. Et sinon, on passe par la rue Jean Ray. Ah oui, donc non, mais c'est pas possible ça, parce que cette rue, elle est minuscule. C'est cette partie-là. Non, elle n'est pas minuscule cette rue du tout. Si, aujourd'hui. Mais je la connais, on la connaît. Aujourd'hui, elle est totalement embouteillée parce qu'elle est utilisée par l'hôtel. Donc il n'y a que des taxis et des bus de l'hôtel. C'est impossible de circuler dans cette voiture. Ah bah, allez voir. Et il y a toujours la voiture dans ce sens. Non, attendez, du coup, on peut... C'est ici, là, juste cette partie-là. Oui, mais vous dites qu'on peut faire de là à là-bas. Oui. Okay, bon, donc je roule. Là, si je veux aller à Suffren et rejoindre la Motte-Piquet, je fais comment? Mais c'est là. Pas possible, vous vous rendez compte? Par c'est ici. Pas possible, ça. Mais avec un élargissement, en fait, non, mais cette rue-là, elle est prévue, elle est large en fait ici, il y a largement de la place. Enfin, honnêtement, il y a prévu deux voies de circulation dans ce sens. Mais alors elle. Mais il y a des stationnements. Enfin, aujourd'hui, le projet prévoit de passer par là, parce qu'on a de la place de circulation. Ça veut dire que les flux. Ça veut dire que les flux de circulation vont se déporter sur la petite rue de la Fédération, où je rappelle que nous avons une école, c'est ici. Hein, donc attention, ouais, voilà. Et là, c'est une rue aujourd'hui où il y a du stationnement ici, et c'est les 3/4 du temps pris par des taxis ou les bus qui desservent l'hôtel Pullman. Donc je ne sais pas si vous avez inclus l'hôtel dans la concertation. Oui, mais ils viennent pour déposer les touristes. Et ils restent. Et là, vous avez aussi un autre bus qui est le bus d'Air France. Donc celui-là, je ne sais pas s'il aura le droit de continuer de circuler ou pas. Il aura le droit de continuer à circuler. Oui, et quand vous remontez de l'avenue de Suffren, vous n'avez pas le droit d'aller là. Donc vous faites comment? Tout droit. Donc vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de descendre, vous avez le droit de monter. Oui. En considérant qu'ici, en retravaillant, parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de place. En fait, la voie est très large. En mesurant, la voie est très large. Simplement, c'est un peu anarchique la manière dont se garent les voitures ou se garent les autobus et les taxis. Donc l'idée, c'est de remettre un petit peu d'ordre là, en retravaillant cette partie-là, de la même manière qu'on le fait sur l'ensemble du site, pour permettre une circulation ici, alors que justement parce qu'il n'y a pas beaucoup, on s'est considéré qu'il n'y a pas beaucoup de riverains, donc il n'y a pas beaucoup de dérangement dans cette circulation ici. Donc on est surtout sur un site avec beaucoup d'institutions et des hôtels. Là aussi, je reviens sur la nécessité d'une étude d'impact la plus rapide possible, parce que vous aurez un report qui se produit déjà sur la rue de la Fédération.
Et dès qu'il y a le moindre problème dans la rue de Suffren aujourd'hui, le report se fait. Et vous avez des fils depuis le départ de la rue de la Fédération, quand elle rejoint la rue de Suffren, jusqu'à quasiment ici. Ça sera pire. Voilà. C'est noté, on va regarder ce point-là dans le détail. On va demander à la partie spécifique de circulation de l'équipe de maîtrise d'œuvre de regarder dans le détail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, des points sur lesquels vous vouliez qu'on revienne? On vous a laissé la parole amplement, mais monsieur a levé la main depuis tout à l'heure, c'est bien aussi. Est-ce que vous allez faire des taxis qui sont dans le boulevard? Est-ce que vous allez faire des taxis qui sont dans le boulevard? Et le Mercure. Et le Mercure. Le Pullman et le Mercure. Alors, monsieur a une question, non? Vous avez toujours une question? Oui, mais ça... Je suis sur le micro ou pas? Oui, je crois. C'est plus pour revenir sur la place de Varsovie tout à l'heure. Vous gardez de ce côté-là, du coup, je sais pas comment elle s'appelle, la place au pied de la Tour Eiffel, la piste cyclable, ce que je trouve très bien. Elle n'est pas encore finie, mais déjà bien empruntée. Mais de l'autre côté, vous mettez bien une piste cyclable à gauche, à droite, vous mettez aucune continuité. On fait quoi? On descend à pied, on marche, on porte le vélo, il y a un bus qui fait 2 mètres, je sais pas. Voilà, là. Au centre. Vous voyez la piste cyclable à droite, à gauche, il n'y a rien au milieu. On est en espace partagé avec la voie bus sur le carrefour. Ok. Et en pavé? En pavé, oui. Sur la place de Varsovie, en fait, on ne change pas le revêtement de sol, c'est le revêtement de sol existant. Alors, il va être retravaillé, nettoyé. Peut-être on va réussir à lisser les pavés pour assouplir. Mais par contre, le revêtement pavé est un revêtement historique sur la place qu'on veut garder. Il n'y a pas la place, il n'y a pas 2 mètres pour faire une piste cyclable? En fait, pour faire une piste cyclable en site propre, là, on pensait, étant donné qu'il n'y a qu'un seul bus qui passe, qui est la ligne à haut niveau de service, le long, on pensait le mutualiser sur ce passage-là avec le vélo et en lissant un petit peu, si on peut, les pavés, mais conserver les pavés historiques tels qu'ils étaient là. Ok. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on en a terminé avec votre présentation? Oui. Merci. Je voudrais vous poser plusieurs questions. Première question, c'est est-ce qu'il y a eu une enquête origine-destination? Pardon, je ne parle pas assez fort. Bon, est-ce qu'il y a eu une enquête origine-destination de tous les flux autour de ce périmètre? Ça, c'est le premier point. Ensuite, la simulation de circulation que vous comptez organiser, comment vous allez l'organiser? C'est-à-dire que vous allez appliquer le plan tel qu'il est ou ça va être une simulation informatique? Je ne sais pas. Et le troisième point, c'est que quand j'avais participé à l'atelier qui était au pavillon de l'Arsenal, quelqu'un avait évoqué une Villa Médicis culinaire. Ça a disparu, voilà, c'est tout, c'est les 3 points. Je vous remercie. Alors, vous avez tout à fait raison. L'étude de circulation, elle se fait comme tous les projets à Paris qui touchent à l'espace public avec des enquêtes origine-destination. Alors, soit on a des enquêtes proprement parlées, soit on prend les flux. Donc on a une modélisation, il existe une modélisation régionale sur l'ensemble d'ailleurs de l'Île-de-France, portée par la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement, DRIEA, qui est reprise à l'intérieur de Paris, pour savoir, parce qu'en fait on a parfois des flux qui traversent ici, qui sont ni d'origine parisienne, ni de destination parisienne, mais qui passent par le pont d'Iéna. Oui, non mais c'est simplement pour dire que la modélisation, elle est d'abord très large. En général, la modélisation routière, elle part de la région et puis on recentre, jusqu'à avoir une aire ici de circulation. Donc on a, dans un premier temps, les études de circulation, c'est d'abord un état initial.
et ce qui est dit une étude dite macroscopique, et puis une étude dite microscopique dans laquelle on regarde exactement les temps d'attente, et ce qui permet de régler les feux rouges, les feux verts et les temps de feux rouges et de feux verts. Et donc tout ce process-là, tel qu'il est mené sur l'ensemble des projets, est aussi mené ici. Donc on a bien ces types d'enquêtes qui sont remises à jour là, et donc qui vont permettre, une fois que seront affinés en fonction notamment là, des différents points de concertation, les carrefours et les points durs auxquels il faut faire attention, seront lancées des simulations pour regarder comment seront gérés les reports de trafic et comment peuvent être atténués certains reports de trafic. Et donc tout ça se passe dans les prochains mois jusqu'au mois de février. Le deuxième point, je pense avoir répondu aux deux premiers, à la fois sur la méthode d'enquête et sur l'enquête origine-destination. Le troisième, c'était une Villa Médicis, donc une villa... Vous avez quand même vérifié la fiabilité sur le plan local. Parce que c'est pareil, vous avez un grand plan de bruit de Paris, et quand on mesure, on voit qu'il y a des différences. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, exactement. Donc en fait, tout ça, c'est repris une fois qu'on a le modèle. Pour tout vous dire, même de l'état initial, il est recalé avec les comptages sur les boucles de comptage qui sont dans la chaussée en différents points et qui sont recalés avec les dernières données de comptage. Et après, évidemment, on part en extrapolation sur des hypothèses et là, en l'occurrence, on va même, dans nos hypothèses, ne pas prendre des hypothèses de diminution de trafic. Parce qu'on se dit, effectivement, là, le trafic routier diminue, mais mettons qu'il ne diminue pas, on ne va pas prendre d'hypothèse de diminution de trafic routier pour essayer d'avoir l'amplitude maximale des reports. Sur la Villa Médicis, c'était à l'intérieur de l'actuel CIDJ, donc, qui se trouve au niveau du stade Émile-Antoine. L'idée est de proposer une nouvelle implantation du CIDJ, donc on travaille avec l'État sur une nouvelle implantation du CIDJ plus près des universités, parce que c'est bien le centre d'information de la jeunesse, plus près de nouveaux centres universitaires. Et donc de libérer l'espace disponible dans l'actuel CIDJ, occupé par l'actuel CIDJ, pour y mettre plusieurs éléments. Le premier, c'est, étant donné qu'on ne peut pas construire sur ce site, qui est inconstructible, et donc qu'on n'utilise que les surfaces et qu'on ne veut pas augmenter les surfaces construites, l'idée, c'est d'héberger certains services de la société d'exploitation de la Tour Eiffel dans le sous-sol, et de la direction des espaces verts, qui sont dans leurs locaux de travail des agents, dans les sous-sols de ces bâtiments-là, qui ont quand même des vues des premiers jours, pour qu'on soit cohérent avec le code du travail. Et après, il y a eu d'autres idées qui ont été proposées par la maîtrise d'œuvre dans le concours. C'était d'avoir une restauration, un restaurant en toiture, et ce qu'ils appellent une Villa Médicis de la gastronomie, donc avec des chefs qui viennent donner des cours de cuisine, etc. L'idée là, c'est de modifier, suite aussi aux demandes de la mairie d'arrondissement, d'avoir plutôt une partie tournée plus culturelle et tournée vers l'artisanat parisien et la mise en valeur des savoir-faire de l'artisanat local et parisien. Et donc de se dire qu'on a peut-être des espaces de vente, mais qui ne sont pas des espaces de vente de grandes enseignes, mais d'artisanat local mis en valeur dans ce site, qui est une porte d'entrée quand même vers la Tour Eiffel, un pré-accueil de la Tour Eiffel. Pourquoi pas d'avoir de l'information sur les musées alentours et un point d'information tourisme à cet endroit-là. Pourquoi pas avoir... Bon, l'idée de la restauration en toiture, je crois qu'elle plaît assez. Ça permet d'avoir en plus d'avoir une offre économique qui est viable sur l'ensemble de cette surface, et qui permettrait peut-être de financer justement des services qui sont peut-être un peu moins économiquement viables, qui sont justement le développement quelque part du savoir-faire, enfin le fait de pouvoir montrer le savoir-faire parisien et l'artisanat local. Donc l'idée, c'est qu'on travaille sur une programmation qui économiquement soit viable, et qui permette justement de mettre un peu ces différents points en balance. Alors moi j'aurais une petite question à vous poser qui est sur un sujet que je n'ai pas vu aborder jusqu'à présent, c'est le coût global du projet. Merci. J'allais la poser. Donc on est toujours sur l'enveloppe qui est annoncée. Donc c'est une enveloppe
72 millions d'euros TTC pour l'ensemble de ce projet. Donc, dans la phase jusqu'en 2024. D'accord ? Pour répondre. Et post-2024, c'est-à-dire la partie sud du Champ de Mars, n'est pas encore budgétée, puisqu'on n'est pas dans la mandature actuelle, ni la prochaine mandature. En tout cas, c'est post-2024. Donc si une décision doit être prise sur le fait de faire cette seconde phase, ce sera avec la future équipe municipale, quelle qu'elle soit, qui décidera ou ne décidera pas de financer la suite. Ouais. Moi, en tant que membre du conseil de quartier, je voulais avoir deux réactions. Moi, je ne mets pas en cause l'excellence de votre travail, votre bonne volonté, etc. Et c'est vrai que nos questions sont de temps en temps un petit peu agressives. Donc, ne le prenez pas à titre personnel. Oui, mais on peut être tenté de temps en temps. Alors, d'autant plus qu'effectivement, vous vous êtes livré à un exercice où vous voyez bien les réactions, elles sont fortes parce que vous menez une concertation à marche forcée. Et on en a tous le sentiment. Donc on est passé à côté d'un certain nombre d'interlocuteurs importants, et puis des plus importants qui sont les habitants. Hein. Moi je pense qu'il faut se donner 6 mois de plus dans cette concertation. Je sais bien que ça met en... C'est gênant vis-à-vis de l'objectif politiquement correct du JO 2024, des élections municipales même prochaines, etc. etc. Enfin, c'est un projet suffisamment important pour qu'on se donne 6 mois de plus, pour que vraiment on récupère les opinions, fussent-elles négatives, fussent-elles diverses, et ça va être difficile de les faire marier toutes. Hein. En particulier, on me suis insisté sur la zone insécurité, qui existe déjà aujourd'hui à partir du moment où il fait nuit. Hein, sur le Champ de Mars. Bien. L'exception de la tour du Champ de Mars, zone non fermée parmi tous les jardins parisiens, je sais que c'est un tabou. Mais pour ma part, moi je ne verrais rien de mal à ce que le Champ de Mars soit vraiment fermé à partir du moment où il y a un risque d'insécurité. Hein. Au Jardin du Luxembourg, je me sens bien à tout moment parce que je sais qu'il n'y traînera pas n'importe quoi pendant la nuit. Et c'est vrai de tous les jardins de Paris. Pourquoi cette exception-là? Pourquoi ce tabou-là? Je pense qu'il est contre-productif, ce tabou. Donc j'aimerais que ce soit noté également dans la concertation. Voilà mes 2 interventions. Bon, moi, je vais vous donner quelques points juste de réponse avant de laisser notre spécialiste AMO de la concertation. Non, simplement, je suis... En fait, on a ce calendrier des JO et malheureusement, les JO, on ne va pas pouvoir les reporter de 6 mois. Et pour tenir ce calendrier, réussir à faire cette opération-là, et bien, en fait, on a un calendrier d'avancement qui est assez cadencé. Il est vrai. Et on ne perd pas de temps tout le long. Ceci dit, on a lancé un processus de concertation qui, quand même, somme toute, nous semble, au vu de l'ensemble des projets, au vu de la façon dont ça se passe, quand même assez fourni. Vraiment assez fourni. La concertation en plein mois de juillet-août. Non, c'était pas juin-juillet. Oui, juin jusqu'au 12 juillet, avec un garant de la concertation. On avait une concertation en janvier. On est venu à plusieurs reprises ici, dans le 7e, dans le 16e. Sachez que on n'a pas été avare de notre temps d'échange, de la façon dont on le fait. On travaille avec les associations, des Amis du Champ de Mars, qui sont venus pas plus tard que la semaine dernière, jusque dans nos locaux. D'autres associations qui défendent plutôt la partie des vélos, des transports en commun. D'autres associations de riverains du 16e arrondissement, avec Passicène, c'est ça aussi. Bref, on a ce travail-là aussi que vous ne voyez pas peut-être, mais qui perdure tout le long du projet, qu'on a souhaité mettre en œuvre et voilà, on est quand même dans une démarche, nous semble-t-il. Voilà, on peut certainement faire mieux. On va essayer encore de faire mieux. On va essayer de prendre le temps, de revenir, de vous écouter. On va noter un certain nombre de points systématiquement qu'on essaye d'intégrer. Donc on est, je pense, dans une démarche vraiment positive vis-à-vis de ça. On ne vit pas ces instants-là comme des instants de contraire, mais au contraire comme des instants plutôt d'enrichissement du projet par la connaissance que vous pouvez en avoir.
Vous aviez Okay. déjà vu le calendrier de concertation. Donc, c'est un point très important que vous avez souligné, la concertation. Malgré tout, il ne faut pas que cette concertation se borne à l'écoute des habitants du quartier, sans que les remarques qu'ils vous font remonter tombent dans une oubliette. Et j'ai quand même le sentiment que beaucoup de remarques ont été faites et que le projet n'a pas été ou amendé à la marge par rapport à toutes ces remarques. Voilà. Donc, quand on parle de concertation, il faut savoir de quoi on parle. Concertation, ça peut engendrer une modification conséquente du projet. Et ça doit pouvoir engendrer une modification conséquente. Oui, alors du coup, moi je vais prendre la parole. C'est un dossier, et vous le savez que Monsieur le maire Philippe Goujon suit de très très près. Hein. Malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir. Il vous prie de l'en excuser. Nous, si on n'a pas d'a priori, quand on végétalise, quand on rend du vert, bien entendu qu'on est tous pour avoir plus d'espace vert, plus d'air moins pollué, etc. Moi, je suis maman de 3 enfants en bas âge. Je peux vous dire que j'ai qu'un seul regret à Paris, c'est que vous allez nous priver le Champ de Mars de quasiment 30% d'espace vert. Donc, quand on est aujourd'hui habitant à Paris, riverain, on a un manque d'espace vert. Donc, mettre des projets sur des territoires aujourd'hui qui sont des poumons verts pour le quartier, c'est normal. Ça crée des inquiétudes, ça crée des angoisses et on doit les prendre en compte. Il y a quand même un certain nombre de points qui n'ont pas été mis dans votre présentation. Et il faut le faire. Alors d'abord, vous parlez de concertation. Est-ce qu'une enquête publique a été faite sur ce projet-là? Parce que face à l'ampleur du projet, tant en termes d'impact de circulation que du changement des modes de vie, entre guillemets, notamment des modes de circulation, qu'elles soient douces ou pas douces, je pense que ce projet mériterait une enquête publique. Deuxièmement, à aucun moment vous ne parlez des sujets de propreté, de sécurité. Ça a été rappelé par un certain nombre de mes collègues ici autour de la table. On sait aujourd'hui que le Champ de Mars est gâché parce que la propreté et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Faire un projet comme ça, si vous ne mettez pas le paquet derrière sur la propreté et la sécurité, donc la sécurité, ça veut dire quoi? C'est de la vidéoprotection, c'est de la présence humaine, la propreté, etc. aussi. Or ça, à aucun moment, pardon, je suis un peu arrivée avec un quart d'heure de retard, mais à aucun moment vous n'en parlez. Et ça, je pense que ça doit absolument faire partie prenante du projet. On ne peut pas aujourd'hui transformer un quartier dans cette ampleur-là sans mettre en face les services et les services de la ville de Paris qui vont avec et qui sont déjà pas au rendez-vous de l'actuel Champ de Mars que nous avons. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, vraiment, sur l'enquête de circulation, moi je pense que l'étude d'impact, elle vient en amont d'un projet comme ça. On ne peut pas vous faire de faux procès, mais pardon, les voitures berges montrent le contraire totalement. Vous avez fait des reports, enfin vous, c'est pas vous personnellement, hein, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour ne pas la citer, a créé des reports massifs de circulation. D'ailleurs, sur un certain nombre de voiries ici. Typiquement, aujourd'hui, moi j'aimerais bien, à notre prochaine réunion, que vous nous disiez combien il y a de voitures qui passent sur l'avenue de Suffren par jour, combien il y en a, quelle est la vitesse en moyenne des voitures, parce qu'elles ne roulent pas à 50 km/h, elles roulent beaucoup plus vite que ça. Quel est l'impact en termes de pollution de l'air pour les riverains? Ça, c'est important que vous nous disiez ça la prochaine fois qu'on se voit. Ensuite, vous parlez de la concertation. Est-ce qu'une concertation a été faite avec Île-de-France Mobilité? Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de tous les reports de bus, etc. C'est la question que je vous pose. Est-ce que Île-de-France Mobilité a été aussi concernée? Et enfin, je terminerai parce que j'ai une double casquette. Il se trouve que je travaille sur les Jeux Olympiques. Donc moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à aucun moment, le président des Jeux Olympiques, qui s'appelle Tony Estanguet, et par ailleurs la maire de Paris est membre du comité d'administration de Paris 2024, ne demande d'avoir un tel projet. C'est absolument pas dans les demandes. Donc il ne faut pas le présenter comme en disant « sinon on n'aura pas les Jeux Olympiques, etc. etc. » Non, on a eu les Jeux Olympiques,
c'est fait, c'est réglé. Il y aura des épreuves qui se dérouleront sur le Champ de Mars. Ça, c'est de l'organisation du comité d'organisation des Jeux Olympiques de l'organiser. Mais il n'y a pas de demande supplémentaire. Si on ne fait pas ce projet-là, les Jeux Olympiques se tiendront. Et voilà, je tenais juste à le dire parce que c'est important dans le débat. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais essayer de répondre à ces plusieurs points. Donc, sur la concertation, vous avez raison. Une enquête publique est nécessaire et d'ailleurs, elle est prévue. Elle est prévue et une enquête publique, ça arrive, ce qu'on appelle un peu la phase aval de la concertation. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive au moment où les permis d'aménager ou permis de construire sont déposés. Donc l'enquête publique, mais c'est la loi qui est faite comme ça. La loi est ainsi faite que les enquêtes publiques interviennent au deuxième trimestre, là, 2020. D'accord ? D'où le fait qu'il y a des concertations dites préalables au titre du Code de l'urbanisme que nous avons faites en janvier et des concertations au titre du Code de l'environnement qui ont été faites au mois de juin. Donc ça, ce sont les concertations préalables, plus la démarche dans laquelle nous sommes engagés là, de venir en parler, discuter, noter systématiquement. D'ailleurs, si vous regardez bien l'ensemble de la présentation qui a été faite, c'est comment les enseignements, comment ce qui a été dit dans ces différentes concertations est pris en compte dans le projet. Ici, c'était tout le projet, c'est comment le projet a été modifié en fonction de la concertation préalable qui a eu lieu et des concertations qui ont eu lieu. Donc c'est systématiquement comment le projet a été adapté en fonction de ça. C'est ce qu'on est venu présenter aujourd'hui quand même. Donc cette prise en compte, effectivement, elle ne se fait pas du jour au lendemain parce qu'un projet comme ça, on regarde les impacts, les différents points. Et donc ce qui a été dit aujourd'hui, c'est noté, on va le prendre en compte pour la suite. C'est systématiquement comme ça, ce jeu d'itération qui est construit. Mais donc l'enquête publique est bien prévue au mois de mai-juin 2020. Donc ce sera une enquête publique qui se dit participation du public par voie électronique. C'est une forme d'enquête publique uniquement électronique qui est prévue parce qu'on est sur un site olympique. Et donc étant sur un site olympique, la loi olympique dit que les enquêtes publiques se font par participation publique par voie électronique. Concernant le... C'est la loi, ça ? La loi olympique. La loi olympique. La loi JO. Voilà. Et oui, ce qu'on fait aujourd'hui, ça dépasse largement ce qui est prévu dans le cadre d'une enquête publique. Enfin, Faire une QCP, hein, ça. Oui. Les points d'Île-de-France Mobilité, on les a rencontrés. On a rencontré aussi la RATP, on a rencontré la SNCF et on travaille en partenariat avec le COJO Paris 2024 pour essayer de trouver les meilleures interactions possibles entre le projet, l'installation des jeux, ne pas se marcher sur les pieds et faire que ce qui est fait dans ce projet-là ne sera pas détérioré par les JO. Donc c'est tout l'intérêt du travail qu'on mène en partenariat donc avec à la fois les parties de transport, Île-de-France Mobilité, mais aussi les JO. Et enfin, la propreté et la sécurité, non pas que aujourd'hui, moi je ne veux pas, enfin c'est pas que je ne veux pas en parler, mais ça fait pas partie intégrante du projet d'aménagement en tant que tel que je porte. Nous avons fait porter ces questions, elles sont prégnantes évidemment dans la concertation, elles l'ont été depuis le début, et nous sommes le relais auprès des différents services et de propreté et des services des espaces verts et de la DPSP, donc la future police municipale parisienne, de travailler et d'améliorer l'exploitation de ce site. Et sans attendre les projets d'aménagement. Donc on se fait le relais, mais c'est vrai que dans le cadre d'un projet d'investissement, c'est plus compliqué. On ne porte pas non plus toute cette politique d'exploitation et de site. Mais l'ensemble, en tout cas les enseignements qui ont été faits dans le cadre de la concertation publique ont été relayés au service que nous embarquons avec nous dans le cadre de ce projet. On va prendre encore une ou deux questions avant de conclure. Monsieur, prenez le micro, s'il vous plaît. Qui prive un tas de gens qui n'ont pas Internet à rien de s'exprimer. C'est pas très démocratique, mais c'est comme ça. Les impôts aujourd'hui aussi vous imposent de passer par le numérique. Bon, imaginons que cette enquête publique, à 90%, désavoue ce plan. Quelle incidence ça a? Est-ce que ça vous contraint à continuer ou à arrêter?
Soyez pas désagréable. C'est normal d'être payé pour ça. Donc, dans le cadre d'une enquête publique, le commissaire enquêteur remet un avis au maître d'ouvrage qui, en fonction du projet, il faut que je regarde légalement. J'ai pas l'assistance juridique là pour dire à quel point aujourd'hui le maître d'ouvrage est en capacité. En tout cas, c'est une décision qui peut à la fois être une contrainte juridique ou une contrainte politique au choix à porter après de savoir si on suit ou ne suit pas l'avis d'un commissaire enquêteur. Mais il y a effectivement des enquêtes publiques qui mènent à l'arrêt des projets. Ça arrive. Soit juridiquement, soit politiquement. Voilà. Merci. Une dernière question. Oui. Bonsoir, je voudrais savoir ce qu'il y a en plus le 27 par rapport à ce soir. Si ça vaut le coup d'y aller ou... En fait, le 27 était prévu avant la réunion de ce soir, pour tout vous dire, et nous avons été invités il y a une quinzaine de jours. Nous avons dit, écoutez, bien évidemment, nous viendrons aussi ici, mais voilà, donc on n'a pas attendu de se faire inviter. C'est la même présentation, ce sont les mêmes choses donc, qui vont être présentées le 27, mais encore une fois, on ne savait pas qu'il y avait cette réunion ce soir, et donc on avait prévu cette réunion du 27 par un engagement qui a été pris de continuer la concertation. Voilà. Merci. Une dernière petite question de madame. Une micro-question. En termes d'environnement, parce que j'ai découvert ce soir que l'avenue Jean Ray, le projet avait imaginé de faire un délestage de circulation par l'avenue Jean Ray, et je voulais savoir est-ce qu'on avait regardé l'impact pour l'accès au stade et la vie du stade, qui est fréquenté par beaucoup d'enfants de tout le quartier, et en situation de handicap, parce que je connais effectivement, et c'est pour ça que je pose la question, et que s'il y a des bouchons avenue Jean Ray, comme il y a aujourd'hui des bouchons avenue de Suffren, plusieurs fois par jour, comment se fera l'accès au stade et quel est l'impact sur l'accès au stade? Merci. On note ce point pour l'étudier précisément. Vraiment. Oui. Dernier. Oui, je vais juste répondre à c'est pas vraiment une question, c'est une réponse à madame qui disait ce projet ce projet est indépendant des Jeux Olympiques. Oui, c'est indépendant des Jeux Olympiques, mais je suis désolé, quand vous passez aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel en tant que touriste, il faut vraiment faire quelque chose. C'est vraiment un endroit. Quand on regarde par rapport aux autres endroits, c'est un endroit où il faut faire quelque chose. Donc, il ne faut pas dire on stoppe tout parce qu'il y a des points qui ne nous plaisent pas. Il faut plutôt essayer d'améliorer le projet, mais ça ne sert à rien de dire aujourd'hui on va essayer de tout bloquer et d'annuler le projet. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Non, vous avez raison. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout mon propos, et j'ai rappelé en préambule tout l'intérêt d'améliorer les accès à la fois à la Tour Eiffel et au Champ de Mars, mais avant tout, et de végétaliser cet espace vert, mais avant tout, déjà, si l'existant pouvait être aussi amélioré pour le bien-être de tous les riverains et des habitants du 15e, ça serait formidable, parce que ça fait des années que l'on demande plus de propreté sur le Champ de Mars, que l'on demande plus de sécurité sur le Champ de Mars. Et voilà, et malheureusement, c'est pas au rendez-vous. C'est un vrai sujet. Bien, merci à tous, merci à toute l'équipe qui a fait cette présentation, et c'est un sujet qui passionne.